Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Il y a les nuits qui sont plus belles que les jours, si pleines de promesses, de liberté et de transgression. Il y a l'obscurité et son calme bienfaisant, mais il y a aussi bien sûr les ténèbres et l'angoisse qui accompagnent l'absence de lumière. Et puis, il y a la guerre à nos portes, comme une longue nuit qui étend ses ailes funestes sur l'Europe. Sait-on vraiment encore ce qu'est la nuit ? Quelle forme prend-elle dans un monde contemporain qui ne dort jamais ? Et qui sont ceux qui n'aiment qu'elle ? Regardez ce reportage d'Alain Hugui, on en parle juste après. Le soleil se couche lentement sur l'abbaye de Hauterive, près de la ville de Fribourg. Entourée de nature, installée sur un méandre de la Sarine, cette abbaye cistercienne est la plus ancienne encore vivante en Suisse romande actuellement. Il est presque 20 heures. Les moines convergent vers la chapelle pour se rassembler une dernière fois avant la tombée de la nuit. C'est le moment du dernier office pour aujourd'hui. L'office des complices, c'est l'office qui va donc clore la journée. La journée est un peu le symbole de toute une vie. Et d'ailleurs, c'est ce que nous prions dans une des prières de cet office. Où on dit maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu ton salut. Comme un petit peu une sorte de mort, au fond. Mais pas d'une mort, j'allais dire, macabre. Plutôt sous la forme d'un accomplissement. Donc de quelque chose qui est plein. La lumière fait place à l'obscurité. Une transition s'opère alors. C'est une fin d'activité pour certains et un début pour d'autres. La nuit, pendant que le reste du monde dort, c'est quand même une sensation assez incroyable. L'information qu'on récupère des télescopes, c'est seulement de la lumière. Et ensuite, il y a énormément de travail d'analyse de cette lumière pour essayer de comprendre. Plus on étudie les étoiles et les systèmes qu'on découvre, plus on se rend compte que c'est très différent de ce qu'on a nous ici dans le système solaire. Il y a encore plein de choses à découvrir dans ce domaine-là. C'est comme si, à peine entrée dans la noirceur de la nuit, la lumière devient quête, aussi loin et aussi petite soit-elle. À l'Observatoire de Sauverny, de l'Université de Genève, les astronomes épient les confins de notre univers pour en percer les mystères. Plus la nuit est noire, meilleurs sont les résultats. Le travail de nuit, en tant que tel, est quelque chose de très immersif. On est isolé du monde, à notre propre rythme. On n'a plus le flux de mails qui arrive des collègues. Voilà, on est seul avec nos étoiles, notre télescope. Et c'est vrai que ça a quelque chose de grisant. Mais la nuit peut aussi devenir ténèbres. Certains artistes, parmi les plus célèbres, s'en sont largement inspirés pour rendre visible leur combat intérieur, comme une beauté douloureuse. Van Gogh était en une période difficile de sa vie parce qu'il était interné. Il était dans sa chambre, il voyait à l'extérieur la nuit et donc il va peindre son âme et ses sentiments. Vous ne voyez pas vraiment en nuit un sujet, mais vous voyez la douleur. Il y a aussi des phénomènes qui ne s'observent qu'à la nuit tombée. À Paris, le photographe Pierre-Louis Ferrer est passionné par les couleurs invisibles à l'œil nu, des ondes lumineuses que l'homme ne perçoit pas naturellement. Il les traque avec un système de filtre infrarouge lors de prises de vue nocturnes. Pour un photographe, la nuit est quand même un moment privilégié. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un moment d'introspection, mais c'est un moment où on peut davantage prendre son temps, observer, où l'agitation de la journée cesse, et où on peut vraiment rentrer dans une sorte de contemplation. C'est une ambiance assez mystérieuse, assez onirique. Le temps passe plus lentement la nuit.
L'œil de Pierre-Louis scrute, organise le point de vue, définit le cadre, choisit l'axe qui révélera la lumière invisible lors d'une photographie en longue pause. Alors là, je m'assure que le temps d'exposition est suffisamment long pour que les lumières de la ville se propagent bien sur toute la photo. La photographie de nuit dans un cadre urbain, elle est assez particulière parce que, contrairement à la photographie en plein jour, ici la lumière ne provient plus du ciel mais du sol. Elle est purement artificielle et surtout elle est mobile. Tous les moyens de transport que l'on voit circulant la nuit vont laisser leur empreinte comme autant de filets de lumière dans les photos prises de nuit. Ce qui est assez fascinant lorsque l'on recherche des lieux où photographier de nuit, c'est comme dans les abysses en fait, chercher les sources de lumière qui vont venir éclairer une parcelle de ville, une parcelle d'environnement que la nuit a engloutie. En photographie infrarouge, même si la mise en œuvre est similaire à de la photographie classique, mon capteur va capter un signal lumineux que notre œil ne peut pas percevoir, comme une photographie au-delà du visible. C'est étendre notre perception en fait. Comme si l'homme voulait voir ce qui est caché, au-delà du visible, percer les secrets de l'obscurité. Il y a aussi ceux pour qui la nuit libère, divertit. Cette nuit, je commence à 2h du matin, et donc avec une prestation qui peut durer entre 2 et 3 heures. Voilà. Marco est DJ, son taxi l'amène dans un club. Aujourd'hui, on est à Genève, demain on peut être à Barcelone, et tous les jours il peut y avoir une destination différente. Voilà. Ça, c'est vrai que oui, on peut le considérer en travail de nomade. Et ce monde de la nuit a aussi ses codes, ses tendances. Ce qui va faire la différence pour le DJ, c'est l'originalité de ses choix musicaux. Ça peut être les tendances du moment, et surtout aussi essayer de trouver et rechercher en fait le morceau que personne n'a pas encore entendu en fait. Il y a aussi une préparation physique en fait qui est faite, donc ça veut dire se reposer, avoir une vie quand même saine, faire du sport. Moi j'aime bien faire du sport avant une soirée, et ça c'est hyper important. Voilà. Merci beaucoup. Arrivé dans un club connu des nuits genevoises, Marco va vérifier les connexions de ses platines, la diffusion du son, préparer ses vinyles. Son set commence vers 2 heures. Vivre la nuit comme ça, pour moi, c'est carrément un boulot. Donc nous, on n'est pas là en fait pour s'amuser. Donc on est là pour transmettre quelque chose. Et c'est vrai que la nuit, ça reste quand même un cadre assez unique, voilà. Et il faut savoir bien gérer en fait toutes les émotions et savoir faire bien son boulot de A à Z. La nuit, festive, se prolongera jusqu'au petit matin. Au lever du soleil, sur la campagne fribourgeoise, alors que Marco va se coucher, les moines de l'abbaye cistercienne se rassemblent pour les laudes. L'office des laudes vient vraiment ouvrir la journée avec la lumière, et c'est un office qui est très solennel et très beau parce que, au fond, derrière cette lumière, au fond, le symbole profond, c'est le Christ lui-même. Et c'est ce que l'on chante d'ailleurs dans la prière du Benedictus, qui est vraiment cette exaltation du retour de la lumière comme symbole de la résurrection. Donc une nouvelle journée qui commence, presque une nouvelle vie qui commence.
Bonjour Alain Cabantous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes historien, vous êtes professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne de Paris. Et il y a quelques années, vous avez publié un ouvrage qui s'intitule L'histoire de la nuit, qui est paru chez Fayard. Alors on voit dans le reportage les mots du photographe Pierre-Louis Ferrer qui nous parle d'une nuit urbaine, une nuit pleine de lumière artificielle. Alors pour l'historien que vous êtes, est-ce que les nuits d'aujourd'hui ont encore quelque chose à voir avec les nuits d'hier? Je vais vous répondre non et oui. Alors, développons. Non, parce qu'on est aujourd'hui dans le prolongement de ce dont avaient rêvé les autorités au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est de faire de la nuit un prolongement du jour, un succédané du jour. Et aujourd'hui, la nuit, on peut se déplacer, on peut aller faire dans les magasins, on peut... il y a beaucoup de gens qui travaillent, par exemple. Donc, autrement dit, la nuit, c'est une extension. Une extension, voilà, une extension du jour. Et malgré tout, la différence, elle est là. Et la ressemblance continue d'exister, parce que globalement, pour la plupart des gens, c'est quand même la nuit qu'on dort, encore aujourd'hui. Bon. Même si on a vu que beaucoup de gens se distraient, mais ça, c'est tout à fait normal. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même une différence assez forte. Vous avez parlé des nuits urbaines entre les villes et les campagnes. Même aujourd'hui, cette différence existe quand même de manière assez sérieuse. On va revenir sur cette différence-là, sur peut-être cette inégalité-là entre différentes nuits. Mais d'abord, je vous accueille, Vincenzo Susca, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier. Vous êtes aussi directeur éditorial de la revue Les Cahiers européens de l'imaginaire, une revue de sciences humaines. L'un des derniers numéros de cette revue a été consacré à la nuit. Vous y avez publié un article qui s'intitule « Danser sur les ruines ». Alors, vous êtes un fin connaisseur des nuits contemporaines, Vincenzo Susca. Est-ce que dans l'histoire de notre modernité, le jour et la nuit ont été très imperméables ou au contraire, comme le disait le professeur Cabantous, c'est très, très poreux tout ça? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Je dirais qu'on pourrait, d'un point de vue sociologique, assister à un autre phénomène, c'est-à-dire la tentative, le désir, l'envie de la part de l'imaginaire nocturne d'envahir le jour. Et la modernité, notamment avec l'industrie culturelle, le sollicite et l'induit beaucoup. Si nous pensons aujourd'hui à toutes les dimensions festives qui s'ouvrent en plein jour. Si vous jetez un coup d'œil à la socialité électronique, aux parades urbaines, à la théâtralisation de la vie, nous voyons de plus en plus ces jeux de masques qui se font dans la rue, nous voyons que les deux dynamiques sont complexes et présentes en même temps. D'une part, les pouvoirs établis essayent d'envahir la nuit et de la régler selon le rythme du pouvoir et de l'ordre, mais de l'autre, la nuit résiste. Résiste dans le cadre de la nuit et résiste en essayant de s'éparpiller. Il y a un phénomène très intéressant qu'on connaissait bien avant la pandémie, donc quand on pouvait encore danser, c'est les afters. Or, l'after... Qu'est-ce que c'est l'after? Dites-nous d'abord. L'after, c'est justement ce moment, à la fin d'un DJ set, vers 7h, 8h du matin, où la fête officielle finit, mais la vraie fête commence. Elle ne commence pas dans la boîte de nuit commerciale, mais elle commence chez quelqu'un, des endroits pas légaux, dans des endroits un peu sordides, abandonnés, dans des usines désaffectées. Et l'after, c'est justement la tentative de faire en sorte que la vraie fête commence au-delà des règles, au-delà du cadre. Mais peut-être que la nuit reste la nuit, au fond, qu'elle garde son identité nocturne et qu'elle échappe peut-être à une forme de contrôle. On va aussi revenir à ce contrôle-là. Mais d'abord, Alain Cabantous, est-ce qu'on peut dire que depuis la préhistoire, peut-être depuis l'apparition du feu, il y a toujours eu une vie la nuit? Ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt moderne? Alors, à propos de la préhistoire, on ne sait pas trop. Mais il y a un historien du droit, un très grand historien du droit en France qui s'appelait Jean Carbonnier, qui disait probablement le droit est né la nuit.
Pourquoi ? Évidemment, il n'en savait rien, mais c'était une hypothèse parce que c'était le moment où les hommes se réunissaient, parce que le jour, semble-t-il, il s'éparpillait davantage, mais à la fois pour se mettre autour du feu, pour se protéger, pour ne pas avoir peur, parce que là aussi, la question de la peur est quelque chose d'important et de permanent. Alors, disait-il, peut-être à partir de ce moment-là, les premières règles de la société humaine se sont mises en place. Bon, c'était peut-être une boutade, mais c'est pour répondre à votre interrogation à laquelle je ne peux pas répondre. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire quand même que l'apparition de la lumière, peut-être du feu, c'est là que la nuit devient plus vivante, peut-être plus éveillée. C'est possible, mais en tous les cas, il faut distinguer le feu et la lumière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis tout à fait incapable d'avancer des éléments pour la préhistoire, voire même pour l'Antiquité, mais il est bien évident que le grand tournant qui existe dans la culture occidentale à propos de la nuit, c'est bien sûr l'établissement progressif, lent, irrégulier de la lumière, enfin de l'éclairage, notamment dans les villes. Et c'est bien là que se fait la césure, à ce moment-là, entre la ville et la campagne, et qui va perdurer. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les nuits de la campagne et les nuits des villes, pour vous ? Ah oui, il y a une différence, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, parce que même si à tel ou tel endroit, il y a une boîte de nuit, et donc il y a un petit peu ces formes de divertissement dont vous parliez à l'instant, c'est pas du tout la même chose entre la ville et la campagne. Et pendant très longtemps, à la campagne, par exemple, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière publique. Moi, dans mon enfance, dans les années 60, dans les villages de l'Aveyron que je fréquentais, donc dans le sud-ouest de la France, il n'y avait pas de lumière. Il y avait une seule ampoule. Donc c'était quelque chose de très différent de percevoir la nuit à la campagne et de le percevoir, moi qui étais un petit urbain, quand je revenais à Paris. Vincenzo Susca, dans l'inconscient collectif, que représente la nuit aujourd'hui ? Justement, ce que je viens d'entendre me fait penser à cette dimension fondamentale de notre vie, l'imaginaire. Sans doute, le moment où il n'y a pas de lumière, où il y a moins de lumière, la vue fonctionne moins par rapport à d'autres sens. Et donc, l'imagination s'enchaîne. On parle de passé. On pourrait envisager, je pense, par exemple, aux grottes de Lascaux, que le moment où nos ancêtres commencèrent à laisser de la peinture, ce soit un moment nocturne, où en fait l'imagination s'allume et les êtres humains commencent par le fait de fantasmer à faire un récit de leur propre existence, donc à raconter des histoires. D'ailleurs, les légendes que mes grands-parents me racontaient autour du feu, ils venaient de l'Italie du Sud et il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc on se rassemblait autour du feu, de la cheminée, et c'est là où en fait les grands-parents racontaient des histoires. Et les histoires étaient en fait abreuvées de mythes, de légendes, de fantaisies, et donc de cette dimension onirique qui fait de l'être humain quelque chose de complètement unique. Mais on a vu avec Vincenzo Susca, et c'est une question pour vous deux, mais on a vu dans le reportage au tout début, qui est passé en début d'émission, ces images des peintures de Van Gogh qui peint sa nuit intérieure. On associe créativité et nuit. Est-ce que ça, c'est une banalité que de le dire, ou au contraire, c'est vraiment vrai, Alain Cabantous, la nuit et la créativité dans l'histoire, elles sont associées ? C'est difficile à dire parce que il y a effectivement des gens qui réfléchissent la nuit, qui créent la nuit, notamment les peintres, mais aussi des poètes, mais aussi des musiciens. Mais ce n'est pas la majorité. C'est pas la nuit forcément qui est, je dirais, porteuse nécessairement par son existence même d'une évolution, d'une transformation ou d'un renouvellement de la création. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les contes de nuit dont vous parlez, la plupart du temps, ont été écrits ou pensés le jour, quand même. Voilà. Donc il y a un peu de fantasme. Oui, mais tout à fait, parce que on a cette dimension anthropologique de la peur de la nuit, et donc, du coup, subjectivement, on a peur dans la nuit, parce que,
effectivement, notamment vous parliez de la vision qui transforme complètement les choses. On a énormément de textes formidables au XVIIe, au XVIIIe siècle, de gens qui eux-mêmes se prennent au jeu et transforment des arbres en fantômes, enfin, etc. Mais c'est effectivement à ce moment-là Louis qui prend le relais, mais Louis aussi transforme les bruits la nuit. On dit, voilà. Ouais. Est-ce que la peur, Vincenzo Susca, elle est indissociable de la nuit? Sans aucun doute, lorsqu'on n'y voit pas, on est un peu perdu. Et le fait d'être perdu, par contre, a un double aspect. D'une part, la peur, de l'autre, la fascination. Non, c'est pendant la nuit qu'on a peur d'être tué, mais qu'aussi on a envie d'être séduit. Et c'est une impulsion fondamentale dans la vie des humains parce que ça nous amène à ce rapport avec l'altérité. Non, la nuit, c'est aussi cette fenêtre ouverte sur l'altérité. Une des grandes différences entre la nuit dont on parle du passé et celle de la modernité est justement le fait que la nuit moderne tend à être encadrée dans un système progressiste, productiviste, économique et social. Alors que c'est une dimension d'habitude assez libre. C'est-à-dire, c'est là où on n'a plus besoin de faire des choses rationnelles ou de résoudre des problèmes, où on laisse de la place à l'imagination, à la liberté. Mais à côté de cette tentative de gérer et de dominer la nuit, il y a de la résistance. Et d'ailleurs, plus la domination est forte et plus la résistance s'exprime de manière paroxystique, dont la violence, le sexe, l'érotisme, les serial killers, non, les grands serial killers modernes naissent pendant la nuit. Dans les ténèbres. Alain Cabantous, les autorités, elles ont toujours voulu contrôler la nuit? Oui, elles ont toujours voulu contrôler la nuit. Le leitmotiv des autorités, tout le moins à la période moderne, c'est-à-dire 17e, 18e, c'est la nuit est faite pour dormir. Bon, sauf que... Comme un ordre. Oui, mais comme un leitmotiv, c'est un ordre, mais c'est un ordre qu'on ne peut pas, je dirais, appliquer. C'est un ordre qu'on ne peut pas appliquer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas entrer, par exemple, dans l'intimité d'un couple qui est dans sa chambre à coucher quand il en a une. Et parallèlement, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, il y a énormément de fêtes nocturnes au XVIIe, au XVIIIe siècle qui échappent complètement aux autorités, qu'elles soient des autorités politiques, religieuses, judiciaires. Et en particulier, alors c'est ça la différence, dans le monde des campagnes, du coup. Hein, voilà. Mais c'est-à-dire, en fait, quand je vous écoute l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une vraie ambivalence de la nuit. Ah oui. D'un côté, elle est très, très égalitaire, on peut faire la fête, on se plonge, on est comme ça, tous les chats sont gris, pour dire une expression un peu anodine. Et puis d'un autre côté, certains travaillent, certains sont dans les campagnes, d'autres dans les villes. Est-ce qu'au fond, Vincenzo Susca, la nuit des plus nantis est la même que la nuit des plus humbles? Est-ce que la nuit des hommes est la même que la nuit des femmes? Sans aucun doute, la nuit reste un phénomène complexe, voire contradictoire. Nous pouvons aujourd'hui voir une certaine prolifération de métiers et d'activités nocturnes qui font que la nuit est de plus en plus peuplée. Et nous pouvons notamment remarquer que, en tant que forme d'effet pervers par rapport à ce dont on est en train de discuter, la nuit, on a du mal à dormir. Soit parce qu'on n'arrive plus à s'endormir, car on est tellement sollicité qu'on n'arrive pas à s'étendre, à se reposer, soit on a tellement envie de vivre de manière intense qu'on prend par exemple des substances, des drogues, ou bien on prend des médicaments. Je connais beaucoup de gens qui font l'une et l'autre chose en tant que problème de la nuit. Et c'est un problème de la nuit, notamment en ce moment lié à la pandémie. Parce que la pandémie nous a nous a montré, nous a plongé dans un contexte de nuit sans nuit. C'est-à-dire la nuit sans pouvoir sortir. La nuit considérée un endroit, un espace non essentiel, donc à censurer, a généré beaucoup de frustration.
Et on entend d'ailleurs en parlant de nuit sans nuit, de confiance dans la nuit, de liberté dans la nuit. On a entendu dans le reportage les mots très beaux du frère Henri-Marie de l'abbaye d'Hauterive à Fribourg, cette abbaye cistercienne qui dit finalement la lumière c'est la résurrection et puis la nuit c'est comme une mort, mais une mort pleine, une mort comme un accomplissement. Et ça m'a frappé. Est-ce que, Alain Cabantous, la religion a toujours eu cette confiance-là dans la nuit ou elle était plutôt défiante Alors, elle avait les deux, encore une fois, excusez-moi, mais effectivement, il y avait une défiance des autorités religieuses comme des autorités politiques dans le non-contrôle des individus, des couples, des familles, des groupes, des communautés. Bon. Et en même temps, il y avait une volonté non pas de sacraliser la nuit, mais de donner à la nuit une dimension, on le voit bien dans le reportage, effectivement, plutôt avec une sensibilité, je veux dire, avec une sensibilité liée à la mort, parce que la mort joue un rôle très important dans le discours non seulement religieux, mais aussi social. Et on disait bien aux gens, attention, vous allez vous endormir, mais peut-être vous n'allez pas vous réveiller. Vous allez vous endormir, pensez que vous êtes comme un gisant. Autrement dit, cette relation entre la mort et la nuit a joué un rôle très important pour aussi que les gens craignent la nuit. Mais ils étaient bien obligés de dormir, cependant. Est-ce que c'est pour ça, et c'est une dernière question pour vous deux, est-ce que c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu parler depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, depuis la guerre qui déferle en Europe, d'une forme de nuit qui s'abat sur notre continent, sur nos démocraties, Vincenzo Susca? Et on a toujours associé la nuit à ces moments sombres et aux ténèbres. Et sans aucun doute, c'est la nuit où on risque, par exemple, dans le cas de la guerre, les bombardements. Mais je voudrais remettre l'accent sur un autre aspect de la nuit qui concerne la vie contemporaine, au-delà et en deçà de la pandémie et de la guerre, là où il faut revenir, c'est-à-dire ce moment aussi de fête, de joie, et ce moment où on flirte avec la mort. Non, parce que la mort jusqu'à un certain point, a fait peur. Et il faut bien que ça fasse peur. Mais nous remarquons, par exemple, dans le mythe du vampire, qu'au début, la nuit, c'est l'endroit et c'est le moment où le vampire vit, et il peut tuer les vivants. Mais récemment, dans l'imaginaire contemporain, le vampire devient cool. Le vampire devient un style de vie. Si vous voyez les séries contemporaines, c'est-à-dire, Vincenzo Susca, et on va conclure là-dessus, il faut chérir, peut-être l'un et l'autre, un mot, il faut chérir la nuit, il nous faut encore sauvegarder cette partie-là, Alain Cabantous. Il faut sauvegarder la nuit comme il faut sauvegarder le ciel étoilé. Vincenzo Susca? Sans aucun doute, pendant longtemps, on a pensé que le sommeil de la raison génère des monstres. Et moi, je pense que le sommeil de la raison, qui a lieu la nuit, enfante et engendre l'imaginaire. Merci. Merci à l'un et à l'autre d'être venus sur ce plateau. Je signale juste l'actualité de Vincenzo Susca, ce livre « Industrie culturelle et vie quotidienne » qui vient de paraître aux éditions Libert. Et quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.